Monsieur Bernard Meunier est chimiste. Il s'est rapproché de la biologie et de la pharmacologie au cours de sa carrière et il est devenu un acteur majeur des biotechnologies. Il a été président du CNRS. Il est membre de l'Académie des sciences. Il a créé il y a quelques années une entreprise de biotechnologie dans le contexte français, ce qui est remarquable. La société Palumed, qui s'attache à créer de nouveaux médicaments antipaludiques. Et bien de la chimie fondamentale à la médecine, y compris d'ailleurs maintenant les maladies neurodégénératives, de la science à l'industrie, il est donc l'auteur d'un parcours véritablement exemplaire. Et il va nous parler des molécules hybrides. Alors, je vais vous parler aussi, entre la chimie et la biologie, il y a un monde qui tourne autour du médicament, qui est un monde important, à la fois au point de vue économique, santé, tout le monde a envie d'avoir des médicaments efficaces, sans effets secondaires, pas chers, et qui est un enjeu intellectuel important parce qu'on se rend compte que la création de médicaments n'est pas quelque chose de si simple que ça. Il n'y a pas encore trop de médicaments qui s'auto-organisent pour l'instant. Mais on sent bien qu'il va falloir injecter énormément de réflexion pour améliorer la chose. L'innovation dans le domaine du médicament n'est pas encore ce qu'elle devrait être, à mon sens. Voilà. Alors, quelques réflexions d'abord sur le problème qui concerne les découvertes dans le domaine du médicament, qui est vraiment à l'interface de la chimie et de la biologie. Et c'est aussi un problème d'équilibre entre deux disciplines. Les chimistes, en 1950-1960, avaient, je dirais, tiré la couverture à eux et considéraient que quelques tests de pharmacologie suffisaient pour mettre un médicament au point. Ensuite, on a basculé dans un autre domaine. Il est évident qu'actuellement, c'est dans la confrontation intellectuelle de qualité entre les différents domaines de la biologie et de la chimie que l'on arrivera à trouver des moyens efficaces de faire des médicaments qui soient les plus intéressants possibles et les moins chers possibles. Parce que le coût a aussi son importance dans ce domaine. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que le domaine de la santé est un domaine assez schizophrénique. On veut absolument avoir tout ce qui est disponible comme avancée thérapeutique ou avancée au point de vue diagnostique, quel que soit le coût. Par exemple, on s'attend à ce que les médicaments soient pratiquement gratuits. Le domaine du paludisme peut vous assurer qu'il y a une pression très forte. L'OMS vous fait signer des papiers comme quoi, si vous découvrez un antipaludique, obligatoirement, il doit être à moins de 10 centimes le comprimé. Donc, ce qui juridiquement est intéressant, on vous demande de faire une recherche, de garantir que le coût de la molécule que vous n'avez pas encore trouvée sera moins de 10 centimes. Donc, moi, je pense que... Moi, je ne signe pas ce genre de papier, mais bon, les gens le signent, en sachant qu'ils ne le feront pas. Mais de toute façon, c'est assez étonnant, ce milieu. Les difficultés actuellement, c'est ce qu'on appelle le patent to market, la période qui va du brevet au marché. Alors, je ne vais pas discuter sur est-ce que le brevet est un moyen de bloquer la création intellectuelle dans le domaine du médicament. Il y a des gens qui se répandent dans les journaux sans aucun problème en expliquant ça. Je ne suis pas complètement persuadé, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans la réalité, il y a une trentaine d'années, entre un brevet et l'arrivée sur le marché d'un médicament, dans l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, 6, 7, 8 ans maximum. Maintenant, on est entre 12, 15, et parfois on sent qu'on va plutôt vers 15, 16 que revenir vers 7, 8. Donc il y avait un véritable problème. La durée des brevets, c'est 20 ans, donc ça pose quelques difficultés. Les coûts, en ce qui concerne la création de médicaments, se sont envolés. On est actuellement sur des chiffres qui sont de l'ordre du milliard de dollars, plus ou moins 0,3, et on sent que ça va augmenter. Et ça pose un vrai problème parce que l'industrie pharmaceutique ne peut pas avoir un modèle aussi inefficace que ça.
avec 1 milliard, on doit pouvoir faire, non pas un médicament, à mon sens, mais 2, 3 ou 4. Donc on a un véritable problème. Alors, quand vous regardez la façon dont les coûts sont répartis, vous avez essentiellement 10% pour la découverte, ce qui n'est pas beaucoup. On pourrait essayer de gagner quelques pourcentages là-dessus. 15% pour le préclinique, ça va s'envoler. Avec le principe de précaution, on est passé de 10 à 15, et une application encore plus sévère du principe de précaution fait qu'on pourra imaginer faire toute une série de tests qu'on n'a pas encore envisagés, mais qu'on pourra envisager au nom du principe de précaution, avant la première injection chez l'homme. On va retarder au maximum la première injection chez l'homme pour essayer de garantir tout, y compris ces choses auxquelles on n'a pas pensé. 15% pour la production et les procédés industriels, 55% pour les essais cliniques. Et ça, c'est en train de s'envoler. Pourquoi ? Parce que si vous faites un essai clinique phase 3 sur 2000, 3000 patients, il est évident que ça va être assez difficile de prévoir certains effets secondaires compte tenu du comportement très variable des individus. Entre quelqu'un qui a une masse corporelle limitée et qui est dans un régime alimentaire à la limite de la famine, et quelqu'un qui est en surpoids de 60 kg par rapport à la moyenne, vous avez des modèles qui sont un peu compliqués à gérer. Faudra-t-il faire des essais phase 3 sur 10 000, 20 000, 30 000 personnes avec 10 régimes alimentaires différents? Ça se discute, il y a des gens qui imaginent ça, mais à ce moment-là, ce n'est pas 55% et on ne va pas passer à 1 milliard, on va passer à 2, 3 milliards, 4 milliards, et là on arrive à des schémas qui ne sont pas raisonnables. Ça, c'est la réalité, c'est les chiffres de la FDA de 1996 à 2007. Le nombre de molécules qui ont été autorisées sur le marché. Alors en bleu, vous avez ce qu'on appelle les petites molécules, c'est-à-dire ce que font les chimistes. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle les biopharmaceutiques, pour prendre le pléonasme actuel. C'est tout ce qui est protéines, anticorps, acides nucléiques modifiés, oligonucléotides, ce qu'on appelle la biopharmacie en général. Alors vous voyez que la tendance, c'est que les chimistes arrivent de moins en moins à passer la barrière de l'autorisation de la FDA. Côté des biopharmaceutiques, c'est, je dirais, relativement stable, entre 2, 3 et 4 nouvelles entités par an. Diminution, l'augmentation des coûts, augmentation. Alors, c'est intéressant, c'est que si vous faites l'extrapolation, vous arrivez en 2020 à peu près avec un médicament mis sur le marché et avec un coût qui va être probablement de 5 à 6 milliards. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne peut pas continuer à développer de nouveaux médicaments dans ces conditions-là. Il y a plusieurs facteurs qui sont à reprendre et à remettre en cause, en discuter. Il est absolument nécessaire de remettre à plat tout ce qui concerne la découverte de médicaments et aussi, y compris, j'en ai parlé, je l'ai un peu évoqué, ce que les gens seront prêts à assumer et à prendre comme risque lors de la découverte de nouveaux médicaments. Juste dégratigner un peu la génomique, si vous me permettez. La génomique, on a dit il y a 15 ans, avec la génomique, ça y est, on va trouver sans aucun problème de nouvelles cibles, et lorsqu'on aura de nouvelles cibles, on trouvera de nouvelles molécules, et à partir du moment où on aura ces nouvelles molécules, on va avoir par exemple des nouveaux antibiotiques. Glaxo a joué le jeu de manière extrêmement efficace en mettant beaucoup de scientifiques de talent sur la génomique de bactéries. Il y a eu à peu près 300 produits exprimés par des gènes bactériens qui ont été évalués comme cibles potentielles. Il y a eu plusieurs campagnes de high throughput screening, c'était l'arrivée des robots, donc on allait avoir des collections de produits chimiques sur les étagères, réels ou virtuels, et les robots faisant ce screening jour et nuit, 7 jours sur 7, sans état d'âme, on allait nécessairement trouver rapidement des leads qui allaient conduire à des candidats médicaments et à de nouvelles molécules. Échec total. Échec total. Les chercheurs de Glaxo ont été autorisés par leur société à raconter leur échec dans les journaux spécialisés, Nature Drug Discovery étant leur référence dans le domaine. Coût total, 150 millions d'euros. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas
de voie rapide entre le gène et la cible, et entre la cible et la molécule. Donc là aussi, on était parti avec des préjugés et une vision extrêmement simple des choses, et on a besoin de remettre à plat un certain nombre de préjugés et d'avancer plus loin. Comment peut-on voir les futurs dans le domaine de la découverte de médicaments? Alors, la première chose, c'est que je voudrais parler de Pierre Potier. Pierre Potier avait dit dans la nature, il y a un certain nombre de squelettes chimiques tout à fait intéressants, extraordinaires. L'évolution s'est occupée de ça et on est toujours en train de regarder avec émerveillement la structure de certains produits naturels. Pourquoi ne pas s'inspirer, simplifier, mais tenir la quintessence de pharmacophores issus de produits naturels? Donc ça, c'est un premier point. La diversité structurale et fonctionnelle, et je vous en donnerai un exemple dans le cas du palu, est quelque chose tout à fait intéressant quand on regarde les produits naturels. Pas simplement pour les refaire, mais pour s'en inspirer. La chimie génétique, et aussi ce qu'on appelle aussi la reverse chemical genetics, c'est l'idée que l'on va pouvoir trouver des petites molécules qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement des produits des gènes, que ce soit au niveau de l'ADN ou que ce soit au niveau de l'ARN. Alors, les gens peuvent un peu plaisanter là-dessus, parce que la reverse chemical genetics, c'est un peu ce qui a été fait dans le cas du Viagra. Le Viagra n'a jamais été une molécule pour s'occuper des problèmes d'érection. C'est tout simplement une molécule qui était un vasodilatateur. Et les premiers essais cliniques ont montré que l'amélioration au point de vue cardiovasculaire était tout à fait inférieure à l'amélioration des fonctions érectiles. Donc voilà le Viagra. Donc ça n'a rien à voir avec Rational Drug Design et tout le jargon que l'on utilise avec. C'est simplement une observation clinique intéressante. Là, je crois la dynamique, la chimie combinatoire dynamique. Là, il y a probablement beaucoup de choses à faire parce que la capacité que l'on a à créer des molécules autour d'une cible, à faire une espèce de chimie molle, pas une chimie très dure où on fait des produits stables, mais la capacité à assembler des molécules à l'intérieur d'une cible protéique et de sélectionner les molécules qui vont avoir la meilleure capacité à la cible et ensuite d'en extraire l'information, quitte à refaire une molécule qui sera stable, qui aura des propriétés qui vont être compatibles avec ce que l'on attend d'un médicament, ça, c'est quelque chose qui en est à son début. Le développement de toutes les méthodes informatiques sophistiquées, à condition qu'elles soient utilisées de manière raisonnable, et je dirais, si je peux me permettre, évitons l'intégrisme de l'ab initio par moment. On voit le progrès qui a été fait par les calculs DFT. On est loin de ce qu'a été l'ab initio à une époque. On est loin de l'enfermement intellectuel de ce qu'a été l'ab initio. Et on voit bien qu'actuellement, les méthodes DFT permettent de faire de la prédiction extrêmement rapide, extrêmement efficace, sans avoir besoin systématiquement d'utiliser les ordinateurs de Météo France pour soi tout seul pendant un week-end. Donc voilà, avec une puissance informatique raisonnable et des méthodes de calcul qui soient un peu plus empiriques, mais qui soient plus près et plus rapides et efficaces. Ça, c'est quelque chose qui va très probablement se développer, s'est développé, mais va continuer encore à se développer. Alors, les petites molécules. Alors, les petites molécules, il y a un grand débat dans le domaine du médicament. Est-ce que les petites molécules vont survivre ou est-ce qu'on va avoir uniquement des biopharmaceutiques? Bon, examinez les choses raisonnablement. Le développement des biopharmaceutiques, des molécules d'origine biologique, protéines, acides nucléiques, ont été extrêmement importants sur les 2-3 dernières décennies. On sent que le vaccin devient quelque chose de plus en plus rationnel. On bute encore sur un certain nombre de choses. Il faut rester modeste. On connaît tout du génome de HIV, mais après 25 ans, après les premiers papiers de Wayne Hobson sur le séquençage de HIV, on n'a toujours pas de vaccin efficace sur HIV. Et pourtant, c'est tout petit. C'est 9900 bases. C'est pas grand-chose. Donc, vous pensez que quand on est sur des parasites où on discute en dizaines de millions de bases, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a encore du travail à faire, mais les choses s'améliorent. Les
anticorps deviennent de plus en plus spécifiques. Et là, on est capable maintenant de faire des anticorps de très haute spécificité. Il y a encore des choses à faire. L'Avastin crée des nécroses sur des tissus où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de création de nécrose. Le marché actuellement est encore dominé par les petites molécules. 80% du marché sont les petites molécules fabriquées par les chimistes. Ce rapport va probablement décroître, mais il va falloir gérer le coût des molécules dites biopharmaceutiques. Pourquoi? On va regarder cette étude suédoise. Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est fait avec des anticorps monoclonaux efficaces. 12 000 € par an. Si vous multipliez par le nombre de millions de personnes qui sont atteintes de ces problèmes de rhumatisme invalidant, ça fait une somme considérable. Un traitement à base de petites molécules moins efficace, c'est 170 € par an. Ce coût économique, on pourra l'évacuer comme on le fait actuellement sans le prendre en considération, mais ce sera effectivement quelque chose qui va être un débat, pas simplement scientifique, mais économique. 16% du PIB est consacré aux États-Unis au budget de la santé. Et avec 16%, tout le monde est convaincu qu'on se soigne soit très très bien ou très très mal aux États-Unis, mais que la moyenne n'est pas bien placée. Quelle est la limite dans un pays développé? 20%? 25%? Quand on voit ces chiffres-là, vous voyez qu'il y a tout de même 2 zéros ici. 2 ordres de grandeur. 2 ordres de grandeur. 2 ordres de grandeur en économie, ça ne se franchit pas facilement. Oh, ouais, récemment, les banquiers avaient imaginé franchir, mais bon, on sait que ça ne marche pas. On ne franchit pas les ordres de grandeur comme ça dans le domaine économique, ça ne marche pas. Sauf si vous créez une déconstruction brutale de l'économie mondiale. Autre question pour les chimistes, est-ce qu'on est arrivé à la limite de ce que l'on sait faire en chimie? Bonne question. La tendance générale est de se dire, en fait, oui, c'est compliqué, on a fait la B12, on a fait d'autres synthèses totales, oh là là, on n'arrivera plus jamais à faire des choses aussi compliquées, c'est long et fatigant. Il y a 2 collègues en Suisse qui se sont amusés à regarder ce que l'on peut faire si on prend 11 atomes, carbone, azote, oxygène, fluor, et en tenant compte de ce que l'on sait faire au point de vue réaction chimique. Ils arrivent à l'idée que l'on puisse faire avec ces combinaisons de 11 atomes 26 millions de molécules. Et quand on regarde dans les bases actuellement de composés chimiques qui existent et qui sont facilement accessibles, il y a à peu près 63 800 molécules contenant ce genre de combinaison. C'est-à-dire que c'est 0,2% de l'espace théorique. Les chimistes, prenant cet exemple-là, n'ont actuellement exploré que 0,2% de l'espace potentiel. Et si on trouve de nouvelles réactions, on trouvera des choses encore plus compliquées. Alors je vais vous raconter un petit peu, moi, mon aventure dans le domaine du médicament. J'ai une passion pour les molécules hybrides. Quand je regarde la bléomycine, qui est extrait de Streptomyces versicollis, c'est un antibiotique qui n'est pas un antibiotique. Umezawa s'est par contre très rapidement aperçu, en 1955-1956, que c'était un agent capable de tuer des cellules cancéreuses. Très vite, la molécule est passée en clinique et s'est utilisée dans un certain nombre de mélanges en polychimiothérapie anticancéreuse. C'est une molécule qui est tout à fait fascinante à regarder. Vu de très loin, c'est un assemblage d'atomes, mais vu de très près, il y a une partie qui est responsable de la fixation sur l'ADN. Il y a une partie ici qui n'est pas détaillée, où il y a un gulose lié à un mannose, qui est responsable de la pénétration de la molécule dans les cellules. Et puis cette partie-là est dessinée de manière non un peu aléatoire pour les besoins du dessin, mais en fait, quand vous regardez les étoiles ici, vous reconnaissez des éléments de coordination qui permettent de lier du fer ou du cuir, essentiellement du fer, avec une constante d'association extrêmement élevée, presque de l'EDTA. Cette molécule est une molécule hybride à 3 composants. Voilà comment on peut regarder la bléomycine. Je me suis amusé à une époque à faire des modèles de bléomycine.
Alors on va maintenant regarder ce que l'on peut faire avec des molécules hybrides, plusieurs cas. On va prendre des molécules hybrides avec 2 pharmacophores. Pourquoi on a envie de prendre des molécules hybrides avec 2 pharmacophores? C'est qu'on sait dans le domaine du traitement des maladies infectieuses depuis très longtemps que la monochimiothérapie mène très souvent à la création de micro-organismes résistants à la molécule. Le succès de la lutte contre la tuberculose en 1950, c'est l'orimifon, l'isoniazide, plus la streptomycine. 2 molécules. La monochimiothérapie anticancéreuse s'est arrêtée dans les années 65-70. Pour HIV, il y a eu une période d'induction de 10 ans avant qu'on passe de la mono à la bi à la trithérapie. C'est étonnant, parce qu'on aurait pu très bien prendre les leçons que sur la tuberculose et sur les anticancéreux. Dans le domaine des antibactériens ou des antiparasitaires, on est encore un peu à la monochimiothérapie et je sens qu'on va passer à la bithérapie ou la trithérapie. Alors j'avais une envie de faire des molécules avec 2 pharmacophores qui pouvaient agir sur la même cible, avec les 2 côtés de la molécule. Ça permettait d'éviter d'avoir des problèmes de résistance, puis d'assurer aussi une bien biodisponibilité des 2 pharmacophores en même temps. L'autre possibilité, c'est d'avoir une partie de la molécule qui agit sur une cible, l'autre cible réagit avec une autre partie de la molécule, et peuvent être liées ou non liées. Si je vous regardez ce schéma-là, vous remplacez par target 1, target 2 par 2 sites de l'ADN, et vous avez une molécule, par exemple, qui est capable d'interagir sur un site riche en AT et sur un site riche en GC, avec un linker qui passerait dans le petit sillon, le grand sillon. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Là, c'est une schématisation de la chimie de Dervan, de Peter Dervan. Voilà. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a fait sur les antipaludiques. On s'est inspiré de la nature, trioxane. Il y a une molécule qui s'appelle l'artémisinine, qui est extraite d'artémisia noire et qui est un sesquiterpène qui contient un trioxane, c'est-à-dire un élément chimique où il y a 3 atomes d'oxygène dans un cycle à 6. L'artémisinine est le premier sesquiterpène contenant ce dérivé peroxydique avec un 3e atome d'oxygène dans un cycle à 6. Tout à fait étonnant. Et c'est ce pharmacophore qui est responsable de l'activité de l'artémisinine. Donc prenons un trioxane et on va essayer de le lier à une quinoléine avec un lien covalent de façon à avoir des molécules hybrides à activité duale. 2 fonctions de pharmacophore dans la même molécule. Voilà. Ces choses-là ont été faites au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse et j'ai un peu résumé ce que je suis en train de vous raconter sur les molécules hybrides dans un article de revue qui est paru l'année dernière. Le développement des trioxaquines a été initié au laboratoire de chimie de coordination, mais après il y a une chose qu'on ne sait pas faire dans le laboratoire du CNRS et que le CNRS n'a probablement pas à faire, c'est pour faire un premier brevet, il vous faut une dizaine de molécules actives. Mais pour sélectionner un candidat médicament, il en faut un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération sur la biodisponibilité pharmacocinétique. Est-ce que la molécule est mutagène ou pas? Est-ce qu'elle va provoquer un allongement du QT, modification du rythme cardiaque? Tout ça, il faut l'étudier. Et vous faites de l'ajustement de ces paramètres en faisant des molécules. On n'a pas fait des milliers de molécules, on a fait 120 trioxaquines et trioxolakines qui étaient toutes actives. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est passé dans un système où on n'est plus obligé de faire des molécules inactives. On fait des molécules actives et on trie in vitro sur des molécules actives. Et à partir de là, on sélectionne un certain nombre de molécules qui vont passer sur un modèle souris pertinent, prédictif, qui permet tout de même de savoir. Alors, on aurait pu faire beaucoup d'autres études, mais je crois que quand on a un modèle rongeur pertinent pour sélectionner un antiparasitaire ou un antibiotique, c'est extrêmement important, il ne faut pas s'en priver. On a sélectionné une molécule qui a ce petit nom-là de code, et elle est actuellement en co-développement avec Sanofi Aventis. Alors chez Sanofi, c'est le nom de code, il y a un peu plus de chiffres. Nous, on est à 4 chiffres, et Sanofi à 6 chiffres. Il y a 2 ordres de grandeur différents. C'est la taille des sociétés. Et il y a pourtant plusieurs logs entre Palumed et Sanofi. 3 kilos de cette molécule hybride ont déjà été synthétisés et on attend les 12 kilos GMP prochainement. Voilà la structure de cette molécule qui a été sélectionnée.
C'est une molécule où il y a effectivement ce trioxane, 1, 2, 4 trioxane. L'ouverture par réduction de l'hème qui est libéré lors de la digestion de l'hémoglobine par le parasite dans les érythrocytes infectés aboutit à un carbone, celui-ci ou celui-ci, qui devient alkylant, qui alkyle l'hème et conduit à un adduit qui ne permet pas de polymériser l'hème en hémozoïne. Cette partie-là interagit également avec l'hème libre. Voilà la structure aux rayons X. Cette molécule est un mélange de 2 diastéréoisomères. C'est moins cher. Les deux sont efficaces. Les deux ont la même activité. Il y a des discussions pour savoir si on n'aurait pas dû développer un des deux diastéréoisomères. Il y a très peu de différence entre ces deux structures. Et je crois que dans le cas du palu, le coût a une importance. Donc il serait bien de développer les deux. Voilà les propriétés de cette molécule. Elle correspond aux critères de ce que l'on attend d'une molécule qui est en cours d'études réglementaires précliniques avant, je l'espère, passer en clinique le plus rapidement possible. C'est important de vérifier que la molécule est active sur des souches de laboratoire en France, Plasmodium falciparum, que l'on cultive dans les laboratoires, mais aussi sur du sang de personnes infectées en Afrique. C'est un travail qui a été fait à Lambaréné, à l'hôpital Schweitzer, sur des isolats, sur du sang prélevé chez des malades portant des souches chloroquino-résistantes. La molécule est active. Voilà. Mode d'action dual, les deux parties de la molécule contribuent à l'activité de la molécule. Ce qui est le plus intéressant aussi, c'est qu'elle est active sur les gamétocytes, qui sont les formes que l'on transmet aux moustiques non infectés. Et seules ces formes transmises aux moustiques non infectés peuvent se reproduire et poursuivre leur vie sexuelle chez le moustique, ce qui va conduire à la prolifération du nombre de parasites sur l'ensemble de la planète. Alors si vous avez une molécule qui a une activité anti-gamétocyte, vous contribuez à diminuer le réservoir de parasites, ce qui est extrêmement important. Je termine sur les antibiotiques, parce qu'on s'amuse actuellement également dans le domaine des antibiotiques. Les antibiotiques est un domaine orphelin. Pourquoi ? Il y a eu la grande période des antibiotiques à partir de la pénicilline, à partir de la streptomycine, à partir de la vancomycine, et puis les choses se sont un peu effondrées dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, parce que les bactéries ont une formidable capacité à s'adapter. Et donc tout le monde a un peu baissé les bras en se disant, puisque les bactéries résistantes sont là, il n'y a plus rien à faire. Donc on a un peu baissé les bras dans l'industrie pharmaceutique. Et puis il y a aussi l'opinion que, bon, on a actuellement une 50aine d'antibiotiques et on peut se débrouiller. Alors c'est pas si simple que ça, pour deux raisons. C'est parce que, effectivement, il y a des bactéries très résistantes, très virulentes. Et puis en plus, je voudrais dire aussi que l'hygiène pasteurienne, c'est pas quelque chose à la mode. Quand vous regardez la façon dont les gens crachent dans la rue maintenant, pour les anciens qui se souviennent des panneaux dans le métro, ne pas cracher. Je faisais un cours à l'école polytechnique sur les médicaments et je demandais les règles de base de l'hygiène pasteurienne. Ben, c'était assez compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'élèves qui se demandaient ce que c'était que les règles de base. Le lavage de mains, on en parle actuellement, mais il y a 10 ans, c'était presque considéré comme une attitude archaïque. On a le problème de bactéries résistantes. Je vais vous donner des chiffres sur les infections nosocomiales aux États-Unis. On va regarder maintenant les chiffres sur le développement des médicaments. En 2004, sur plus de 500 molécules qualifiées de candidats médicaments en développement, c'est-à-dire ayant passé ce qu'on appelle le préclinique réglementaire, il y en avait 67 sur le cancer, 33 sur les problèmes d'inflammation, 34 sur les maladies métaboliques, 6 seulement pour les anti-infectieux visés antibactériens. 6 sur 500, pas beaucoup. Les infections nosocomiales. Alors voilà le chiffre qui a réveillé les États-Unis. 19 000 morts par an dues aux infections nosocomiales dans un bon hôpital américain, qui, dans l'opinion américaine, est considéré comme le nec plus ultra de la santé dans le monde. 19 000 morts par an aux États-Unis, c'est un peu moins que le nombre de décès par arme à feu. Mais là,
La Constitution américaine l'autorise. C'est différent. Par contre, c'est plus que les décès dus au sida aux États-Unis. Alors ce chiffre a été enterré pendant des années, et ce rapport du CDC Atlanta, Control Disease Center d'Atlanta, est tombé entre les mains de certains nombre de journalistes du New York Times qui ont décidé de faire passer l'information en première page. Et tout le monde s'est à ce moment-là souvenu que parmi les proches, il y a eu des décès dus aux infections nosocomiales. Donc on est dans une situation assez extraordinaire où on a des hôpitaux qui sont maintenant infestés avec des bactéries multirésistantes parce que les bactéries, dans un milieu adapté, bien chauffé, bien contrôlé, tout ça, peuvent échanger des gènes de résistance de manière extraordinaire. Voilà. Quand on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait? Alors on peut avoir l'approche vaccinale, c'est ce que fait Glaxo actuellement, essayer de développer des vaccins anti-MRSA. Nous, on a essayé de regarder du côté des petites molécules si on pouvait faire quelque chose. Alors, on essaye de... Il y a un autre problème, c'est les grammes-moins. Il y a un certain nombre de pseudomonas et d'acinobactères qui posent de véritables problèmes. Voilà. On aimerait aussi avoir l'arsenal thérapeutique d'un anti-MRSA très efficace par voie orale. On s'amuse à faire des molécules hybrides, et comme on avait des stocks d'aminoquinoline, on s'est amusé à accrocher nos aminoquinolines sur des entités ayant une activité antibactérienne. Parce que ces aminoquinolines, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles se protonnent et déprotonnent au moment du passage des membranes, et lorsqu'elles sont protonnées à l'extérieur des membranes, le fait d'avoir une partie cationique ici fait que la cinétique d'addition d'un deuxième proton sur la partie antibiotique est largement ralentie. Ça nous permet de transformer, par exemple, des squelettes céphalosporines qui sont très sensibles en milieu acide, donc peu utilisables au pH de l'estomac, avec des squelettes céphalosporines qui sont stables au pH de l'estomac. Une idée de l'activité de ces molécules, c'est vancomycine. Ça, ce sont des études de bactéricidie. Vous partez avec 10 puissance 5 CFU, colonies bactériennes, et en 24 heures, le jeu consiste à avoir une réduction de la population bactérienne de 4 unités logarithmiques. La barre de 3, c'est la bactéricidie à l'européenne, mais les États-Unis souhaitent actuellement avoir des molécules capables d'effondrer la population bactérienne de 4 unités logarithmiques en 24 heures. Vous voyez que dans ces conditions-là, des concentrations extrêmement faibles, 1 microgramme par millilitre, nous avons un certain nombre de vancomycines qui sont capables d'atteindre cet objectif. Et les molécules concurrentes, en particulier la bien connue vancomycine, est ici, c'est-à-dire qu'il y a une diminution et après, la population bactérienne remonte. L'adaptomycine, le linezolide, la télavancine sont ici. Bien entendu, si vous multipliez cette concentration par 10, 20 ou 30, vous allez avoir ces molécules qui vont toutes redevenir bactéricides. Mais la pharmacologie, c'est avoir la molécule la plus active possible à la concentration la plus faible possible. Ça évitera les effets secondaires. Ça évitera les ennuis. Qu'est-ce qui se passe sur des inoculums forts? Un foyer infectieux, ce n'est pas 10 puissance 5, colonie bactérienne, c'est 10 puissance 7, 10 puissance 8. Et vous voyez que sur des inoculums très élevés, 10 puissance 7, la 1409 se comporte très bien, alors que la daptomycine, qui est une molécule qui marche bien pourtant, a tendance à lâcher prise. Les entérocoques résistants à la vancomycine. Ça, c'est un véritable problème. Les entérocoques, il y a le Fecium et le Fecalis, et les entérocoques résistants à la vancomycine sont les parties du problème dans les infections nosocomiales. C'est des molécules, des bactéries sur lesquelles il y a plus grand-chose à faire. Et vous voyez que là, on a effectivement des molécules qui, sur du VRE à 4 microgrammes par ml, ont tendance à décrocher, et on a une molécule sur laquelle on pense pouvoir faire quelque chose. Le Fecium, VRE Fecium, c'est pire, la situation est pire. Là, toutes les molécules n'ont pratiquement aucune activité sur 24 heures. La seule qui arrive à stabiliser la population bactérienne, et c'est important de pouvoir déjà avoir une activité bactériostatique, même si elle n'est pas bactéricide, parce qu'après, on peut espérer que si on maintient cette activité bactériostatique, on bloque la croissance bactérienne, le système immunologique pourra reprendre le dessus si la personne est encore en état de résister. On a sélectionné la 1409 comme candidat médicament. Elle est active sur un modèle souris de septicémie déclenchée avec du MRSA.
avec une dose curative 100% sur ce modèle qui est à 5 mg par kilo. Pour vous donner des comparaisons, la vancomycine est à 20 mg kilo, la télavancine à 20 et l'adapto à 10. Donc on est un peu mieux que les molécules concurrentes et on est intéressé actuellement par développer cette molécule comme candidat médicament. Voilà. Les propriétés de pharmacocinétique de cette molécule, en partie liées au fait qu'il y a la partie aminoquinoline qui aide, sont intéressantes. L'AUC, c'est-à-dire l'air sous la courbe, c'est la concentration plasmatique est beaucoup plus importante que la vancomycine. On a une demi-vie qui est également plus importante. Et dans la sélection d'antibiotiques, les gens regardent le paramètre AUC sur la concentration minimale inhibitrice 90 et on a une AUC sur MIC qui est 60 fois celle de la vancomycine. Voilà pourquoi on s'intéresse à cette molécule. Je vous remercie.